Merci à Paolo Tertonese de nous avoir donné une autre version du grand écart. En fait, ce que nous avons eu ici dans cette session, comme dans d'autres, c'est à la fois la théorie et la pratique du grand écart, de tensions ou de contradictions plus ou moins violentes et plus ou moins bien vécues, entre ce qui a un nom, ce qui n'en a pas, ce qui s'en donne un, ce qui se trouve transformé par cette imposition, par des noms qui sont des concepts ou des concepts qui restent des noms, des englobements réciproques, donc impensables, où l'espèce et le genre changent de rôle. Je crois que ça me donne envie d'abord peut-être, nous avons 1 heure devant nous, 55 minutes, 1 heure devant nous. Ça me donne envie d'abord de donner la parole à nos 4 intervenants pour éventuellement leur demander donc quelles réactions ils ont au propos des uns et des autres, avant de donner ensuite, bien sûr, la parole à l'Assemblée. Donc, est-ce que vous avez des réactions, les uns et les autres, à ce que vous venez d'entendre? J'ai envie de réagir effectivement au propos de notre dernier collègue. Donc, sur la question des études de genre, comment dire, j'entends bien ce que vous dites, et bien sûr, c'est un travers que je suis moi-même au sein des études de genre, que je suis encline à combattre, mais néanmoins, je voudrais quand même dire qu'on ne peut pas dire qu'il y ait l'idéologie d'un côté et pas l'idéologie de l'autre. C'est-à-dire que ce que vous dites, ça reviendrait à dire que donc l'idéologie serait d'un seul côté et que l'histoire littéraire, telle que l'on la pratique par exemple au sein de la discipline littéraire, elle échapperait à ce travers idéologique que vous avez dénoncé. Bon. Non, je crois que l'intervention que vous avez faite, qui était très intéressante, et je le dis très sincèrement, par la problématique que vous-même vous avez posée, montre qu'à l'intérieur des études de genre, ce problème se pose. Vous vous êtes demandé, d'une part, qu'est-ce que les études de genre apportent à la littérature, et d'autre part, qu'est-ce que la littérature apporte aux études de genre, ce qui me semble confirmer que le problème que je pose est finalement le même problème que vous posez. Hein, c'est-à-dire, d'une part, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que les études littéraires ont intérêt à ouvrir toutes les fenêtres et à laisser rentrer tous les questionnements d'ordre moral, politique, historique, tout ce qu'on voudra, que nous nous posons en dehors de la littérature, hein, y compris les questions de genre, par exemple. D'autre part, je suis inquiet du fait qu'on finisse par traiter la littérature, ce qui a souvent été fait, au point que vous réagissez contre ça, hein, comme un document quelconque dans un débat politique quelconque. Je crois que le problème se pose à l'intérieur des études de genre, ceux dont vous avez témoigné. Oui, je pense de la même façon que ma collègue à ma droite. Je pense à Hélène dans l'Iliade, qu'elle devient, comme disait Paul de Man, devient l'emblème du poème lui-même, lorsqu'elle est représentée en tant que celle qui fait la tapisserie, le tapis, comme on dit, le tapis, qui représente la guerre de Troie. Et en quelque sorte, les poètes choisissent une femme. C'est vrai que c'est la fille de Zeus, mais ils choisissent une femme comme l'image, celle qui crée l'image de son poème. Alors il y a là quelque chose que la poésie est capable de dire, au-delà de tout ce qu'on dit de la femme grecque, de sa soumission, etc., etc., etc. Il y a des ouvertures que la poésie ouvre, qui sont quand même importantes, et qu'il faudrait se demander pourquoi la poésie est capable de faire ça. Peut-être parce qu'il y a une ouverture à l'être que d'autres langages n'ont pas. Parce que la poésie, c'est faiblesse, mais c'est force aussi. J'ai très intéressé par M. Rueff. J'ai connu très bien Bollack, qui parlait
très près du discours de Zondi, hein, et qui finalement, il a donné un exemple assez créatif de la philologie et de la herméneutique. Et je crois que vous avez mis en évidence, en lumière, des aspects créatifs de cette combinaison entre philologie et herméneutique, sans oublier justement aussi l'aspect que vous avez aussi montré, cette philosophie qui est implicite aussi dans la théorie. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, je vous remercie. Ça me permet de préciser deux choses que je n'ai pas eu le temps de préciser. Je ne vais pas vous refaire une troisième mi-temps ou une deuxième conférence, mais la première, c'est de rappeler qu'au XXe siècle, il y a un lien, en tout cas en Allemagne et en Italie, très fort entre, et ce lien est paradoxal et peut sembler étrange au public français, entre philologie et poésie contemporaine. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que Zondi récupère, si on veut, l'héritage, le Schleiermacher, Dilthey, etc. Mais finalement, ce qui le pousse à recodifier la philologie, etc., c'est Mallarmé et c'est Celan. Et le plus grand philologue du XXe siècle en Italie, Contini, Gianfranco Contini, qui a été le maître justement de Ginsburg, etc. Contini n'est pas simplement un spécialiste de Dante et de Petrarca, il vient à la philologie sous cette forme-là par Montale, parce que c'est un ami de Montale, etc. Donc, je me souviens, je crois que Marc y avait collaboré, qu'il y avait eu un numéro de la revue en ligne LHT sur Poétique de la philologie, Poétique de la philologie. Et en fait, il faut rappeler que historiquement, ce lien, pas simplement à la Renaissance, bien sûr, mais dans la modernité du XXe siècle, est très fort et continue à l'être. Et puis la deuxième
échange des acquis à travers des disciplines, on ne fait pas de la recherche. On fait autre chose qui est intéressant. On se forme, on se pose éventuellement des questions, mais la recherche correspond à une contestation de l'acquis donné, de l'acquis et du donné. Et ça signifie aussi que, de ce point de vue-là, il existe une pratique de l'interdisciplinarité qui consiste à se rendre suffisamment capable, par une forme d'autodidaxie, que je revendique complètement, suffisamment capable dans la discipline de l'autre pour pouvoir contester quelque chose en soi-même, se faire contester quelque chose en soi-même et contester aussi ce qui se passe en face. Si on est juste dans l'échange de ce qui est déjà donné et on part avec un peu plus d'éléments food for thought, je pense que là, on reste court par rapport à ce que peut nous porter une interdisciplinarité maximaliste qu'on a souvent appelée indiscipline dans le labyrinthe, peu importe, et que ça, c'est ce modèle-là d'empilement du cumulatif ou de ce modèle additionnel où j'ai un trou dans ma discipline, alors je vais le combler par une rustine de la discipline d'à côté. Ça, c'est ce modèle de l'interdisciplinarité que je vois monter aujourd'hui en puissance, et c'est ce modèle-là qui, à mon sens, est relativement malheureux. Voilà. Oui, merci. Je pense, moi aussi, qu'il y a beaucoup de pratiques et de formules différentes d'interdisciplinarité. Je voulais en évoquer une qui est celle d'une vision surplombante et non disciplinaire. Et puis j'ai voulu évoquer cette expérience Et donc se pose la question de la formation du spécialiste. Et ce qui m'a donné ces deux idées, c'est une sorte de kantisme rampant de deux, enfin explicite chez Martin Weff et peut-être un peu implicite chez Pietro Pucci, avec la référence à Paul de Man, à l'herméneutique, etc. Et donc une certaine idée des liens entre le signe et le monde. Et la façon dont le monde s'offre ou non dans des signes,
et de la façon dont des signes sont plus ou moins éloignés du monde. Alors ça donne, dans la version triste, le deuil herméneutique, avec cette idée qu'on peut patiner autant qu'on veut dans les signes, on n'atteindra jamais le monde, sauf en faisant une sorte de saut, disons, hors des signes. Donc ça, c'est l'herméneutique à la Ricoeur, etc. C'est aussi, disons, une sorte de sublime hors langage. Donc ça, c'est de la métaphysique pour moi. Ça, c'est la première chose. Et l'autre possibilité plus positive ou plus euphorique, c'est de se dire il faut prendre acte de cette coupure des signes et du monde et valoriser la fermeture des signes sur eux-mêmes. Et ça, c'est la posture de l'autotélisme, de la fonction poétique, etc. Donc derrière donc ce kantisme, il y a une métaphysique qui stipule précisément la coupure des signes et du monde. Et donc se spécialiser dans le domaine de l'herméneutique ou d'une certaine lecture disons, autotélique de la littérature, c'est aussi disons, adhérer à cette métaphysique-là. Donc c'est juste ça. Vous comprendrez peut-être que je ne suis pas d'accord avec cette métaphysique, mais peu importe. J'essaie juste de dire, voilà, est-ce que là, il n'y a pas une sorte d'horizon de spécialisation qui est assez fort? Et du coup, je me demandais si Madame Berger le partageait quand elle dit qu'on pense en langue. Est-ce que ça ne suppose pas que le monde ne nous est donné que dans des langues particulières et que du coup, on ne peut pas rêver d'un monde sans la médiation, disons, du langage, des communautés humaines, etc. Et j'enchaînerai toujours sur ce premier point de la métaphysique, c'est que entre la métaphysique de l'herméneutique et donc ça c'est plutôt pour Martin, entre la métaphysique de l'herméneutique et la métaphysique de la philologie, il y a encore des grandes différences. Et donc bon, tu as mobilisé Gadamer plutôt que Ricoeur ou que Schleiermacher, etc. Et la différence, elle est assez importante, c'est que la métaphysique, disons, de l'herméneutique traditionnelle, elle suppose que le monde s'offre, disons, ce vers quoi il faut se diriger quand on interprète, c'est vers ce monde qui s'offrirait à nous, hors langage, etc. Et du côté de la philologie, si on revient, disons, aux racines de Vico, etc., ce vers quoi il faut aller lorsqu'on interprète le langage, les doctrines de sens dont parlait Martin, c'est-à-dire ce vers quoi nous dirige le sens, ce n'est pas le monde tel qu'il s'offre en dehors des êtres humains, c'est au contraire la façon dont les collectivités humaines ont constitué le monde et ont produit du sens au monde. Donc du coup, chez Vico, chez Gadamer avec le Gemeinsinn, etc., on n'est pas dans le fantasme d'un monde qui s'offrirait, etc. On en revient, c'est ce que disait Hélène ce matin, c'est plutôt du Auerbach, à savoir que le sens qu'on vise à travers la spécialisation, c'est un sens humain, collectif, et la façon dont les êtres humains ont donné sens à leur environnement. Donc ça, c'est la démonstration du premier point. Le deuxième, c'est toujours Kant, avec cette idée du jugement. Alors, je suis complètement d'accord avec Martin sur le fait que nous sommes dans des spécialités de jugement qui doivent donner de l'importance au jugement. Seulement, toi, tu as développé plutôt le point de vue de Kant sur la façon dont on acquiert ou non le jugement, avec cette idée que pour Kant, le jugement est inné, on l'a ou on ne l'a pas. Et c'est d'où la formule on ne devient pas spécialiste, on est spécialiste. Donc du coup, bon, j'imagine que tu ne penses pas la même chose que Kant sur ce point, et je voulais t'entendre sur la façon dont on pourrait former des spécialistes à ce type de jugement qui est propre à notre spécialité. Voilà, c'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sinon que c'est des questions fondamentales et qu'il faut beaucoup de temps pour y répondre. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même, en tout cas, entamer l'affaire. L'idée qu'il y ait des métaphysiques liées ou, comme tu dis ailleurs, parfois des engagements ontologiques liés à l'herméneutique et à la philologie, c'est tout à fait évident. Je crois que l'enjeu, en tout cas historique, de ce que tu évoques, pour faire vite, et comme donner
c'est-à-dire de l'interprétation, et il n'y a plus de donation des choses, disons, hors d'un système de signification, etc. Ce qui explique, et ça ne s'explique pas autrement, le succès que Heidegger a pu avoir dans les études de poétique à partir des années 50. C'est-à-dire que finalement, entre la poétique heideggerienne, je dis quelque chose d'un peu brutal, et les poétiques autotéliques, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'on est toujours dans des, comme ils disent, ou comme dirait Ricoeur, dans des stratifications. Voilà, ça c'est le premier point pour dire combien je suis sensible à ce que tu dis. De fait, cette question, elle est radicalement kantienne parce que c'est celle du rapport d'un sujet à des objets. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'on peut avoir à faire, et c'est aussi le rêve de l'écrivain, au monde lui-même et traverser le langage, la couche des signes, vers la transparence, ou est-ce qu'il y a toujours l'obstacle du signe qui fait que je ne connais du monde que ce que je peux m'en configurer par les catégories qui sont les miennes. Bon. Donc effectivement, c'est une question kantienne. Le deuxième aspect kantien que tu évoquais, et d'ailleurs historiquement ce que tu dis est très juste, parce que Schleiermacher c'est d'abord un commentateur de Kant, et Dilthey encore plus, et puis il y a la grande continuité historique entre 1890 et 1910 des herméneutes vers le néo-kantisme, donc ce que tu dis est historiquement parfaitement attesté. Alors, on ne n'est pas spécialiste, on ne devient pas spécialiste, on est spécialiste. La thèse kantienne, tu as raison, est pédagogiquement désespérante. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle dit, finalement, et qui n'est pas étranger à la tradition de la métisse, d'ailleurs, je pense à ce qu'a dit Pietro tout à l'heure, c'est que on peut apprendre des règles. Par exemple, en explication de texte, on peut apprendre un certain nombre de questions fondamentales, de réflexes fondamentaux, d'attitudes, disons, de gestes. Mais ces attitudes, ces gestes, ces réflexes fondamentaux, on ne peut pas apprendre comment les appliquer. Parce qu'il n'y a pas de règle d'application à des règles, disons, de constitution. Tous ceux qui ont fait l'expérience d'être mauvais en sport le savent. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du revers, qui est un exemple très facile, et puis c'est pour un peu en finir avec le foot. L'exemple du revers, on est devant un prof qui fait un revers magnifique, on comprend très très bien la règle, qu'il faut se tourner, il ne faut pas avoir les pieds face au filet, etc. Et t'en fais 1000, et ça va toujours ou dans les bâches ou dans le filet. Bon. En fait, l'explication de texte, c'est pareil. Et malheureusement, nos agrégatifs ou nos étudiants de licence font plus de bâches que de coups droits décroisés ou coups de revers décroisés. Pourquoi ? Parce que précisément, l'application n'est pas une règle. Alors, est-ce que pour autant, c'est désespéré ? Il suffit de regarder nos collègues pour voir que non. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'étaient pas des dieux de l'application des règles et qui sont là. Donc, ce n'est pas désespéré. Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une chose, et ça on le sait bien, et ça c'est un mot qui a un aspect disciplinaire, mais qui est un mot qui est quand même très intéressant, c'est l'exercice. C'est-à-dire que la multiplication de l'exercice, c'est-à-dire finalement du cas, fait que, de même qu'on finit toujours, si on est un peu tâcheron, par sortir un bon revers, on va toujours finir par bien sentir, et comme dit très justement Platon, on le sent au moment où on ne comprend pas comment on ne savait plus le faire, comment on ne savait pas le faire. Et il y a des fois où on a eu tout ça dans notre expérience pédagogique. Mais je crois que ce que dit bien Kant là-dessus, c'est l'effet de sidération qu'on a tous eu face à des maîtres d'explication de texte. Le truc, ah là là, comment il fait ? C'est le prof de tennis. C'est le prof de tennis. Tout s'explique. Je voudrais répondre en ce
Échapper à la métaphysique est très difficile. Et j'ai peur que vous aussi, vous n'y échappez pas. Parce que lorsque vous mettez en contradiction la poésie avec les signes de la poésie et le monde, vous semblez faire le monde lisible, objectif. Et finalement, le monde est simplement une compréhension sociale qui est encore un texte. Et pour sauver le monde comme quelque chose dont vous avez décrit, vous devez faire comme Aristote, qui disait, le signifié est le même si les langues sont différentes. Parce que finalement, il y a un concept de la vérité qui est partout, de vertu qui est partout, qui est finalement faux. Alors, finalement, c'est difficile d'échapper et faire que tout le monde que nous comprenons, c'est un texte, c'est un statement, un énoncé qui fait peur. Mais finalement, au moins, cette expertise-là, il faut l'avoir, de savoir comme il est difficile de faire un discours qui échappe à la métaphysique. Merci. Oui, je voudrais dire quelque chose de semblable à ce que vient de dire Pierrot. Si j'ai compris votre question, ce dont je ne suis pas sûre, c'est justement un problème de langue. Alors d'abord, vous avez raison, je parle en effet de langue au singulier et au pluriel et non pas de langage, avec ce que ce terme suggère de fixation immuable, de figement dans le code et par le code. Donc, parce que effectivement, ce qui m'intéressait, c'est de montrer, c'est exactement ce que Pierrot vient de dire ici, c'est-à-dire la façon dont la langue, les langues, attente à l'unité conceptuelle. J'ai essayé de réfléchir au devenir concept du mot genre et à ses aléas, à l'étrangeté d'ailleurs du parcours de ce terme, donc dans son passage, comme je le disais, de la catégorie de catégorie, si on peut dire, au rang de concept. En essayant de monter. Donc, ce qui est un processus, on peut le dire, le devenir concept est proprement un processus de disciplinarisation, de tentative justement de discipliner la langue ou les langues. Mais voilà, problème, comme le dit Pierrot, il y a non seulement la langue, mais il y a les langues. Et lorsqu'on fait l'épreuve du passage d'une langue à l'autre, eh bien, il se passe toutes sortes de choses qui rendent difficile, en effet, le maintien de l'unité conceptuelle. Donc ça, c'est une des... Et je dirais, ça, effectivement, c'est ce que, si vous voulez... Là, je rejoins en effet ce que disait Paolo tout à l'heure. C'est vrai, moi, je m'amuse dans mon coin, enfin, je ris sous cape dans le domaine des études de genre quand certaines et certains de mes collègues sont absolument certains, justement, que le genre est un concept et que donc ça veut dire ceci, cela. Bon, et moi, je me dis, bon, pas sûr, c'est plus compliqué que cela. Et par ailleurs, le devenir... alors c'est comme le devenir femme, justement, c'est compliqué, ça ne va pas de soi et c'est jamais mais c'est pareil pour le concept. Donc ça passe, ce devenir concept qui relève en fait de procédures qui sont des procédures compliquées et que nous, littéraires, avons d'une certaine façon les moyens d'analyser, qui sont, bon, je l'ai évoqué de façon tout à fait, tronquée, rapide, sommaire, puisqu'en plus c'était la dernière partie que j'ai dû sauter, mais ça passe par un certain nombre de procédures qu'on peut analyser linguistiquement, littéralement, donc usage de la construction absolue, du singulier, il n'y a pas de concept qui ne soit au singulier, donc dès qu'il y a du pluriel, et donc, dès qu'il y a le pluriel des langues, comme dirait Derrida de ce point de vue-là, le concept est cuit. Donc, voilà pourquoi je suis sensible aussi, même si, encore une fois, nous parlons des langues très différentes, effectivement, à ce que disait à la fois Pierrot, mais aussi Martin, de la question de l'importance donc, de la philologie et de la traductologie, ce qui est un thème ou un fil qui est apparu, je pense, à travers la plupart
semaine, mais j'avais envie de la faire. Quand, Paolo, je t'entends dire communauté de spécialistes, ou bien quand tu parles des rites d'entrer dans la communauté des spécialistes, en fait, je me faisais la réflexion à moi-même que je crois à la fois, enfin, comment dire, c'est pas à la fois, je crois être incapable de dire à quel moment, ni même s'il y a eu un moment, et donc si, tout simplement, j'appartiens à une communauté de spécialistes. S'il n'y a jamais eu un moment qui me signale, enfin, je devrais dire la thèse, bien sûr, mon problème, c'est que, et ça rejoint en fait fortement ce que Anne a présenté, même si je ne travaille pas je ne suis pas dans les gender studies, qui n'ont pas existé en France à l'époque où j'étais étudiante en voie possible de spécialisation. Il se trouve que j'ai fait ma maîtrise dans une perspective féministe sur les discours féministes des femmes portant... Et là, j'ai confronté des romans de femmes strictement contemporains avec le discours féministe portant sur la littérature. C'était évidemment en rupture totale avec toute espèce de discours à l'époque tenu sur une spécialité universitaire qui s'appelait la littérature. D'ailleurs, je l'ai faite dans le cadre d'une université qui avait dont le département s'appelait STD, Sciences des textes et documents. Bon, c'est toute une époque, évidemment. Je suis pas en train de, comment dire, c'est pas de la nostalgie d'ailleurs, mais ça me pose évidemment un problème sur ce que tu as appelé la pensée 68, parce que je me sens fille de ça complètement, y compris contre peut-être, mais en tout cas fille, j'ai envie de dire d'abord. Et ça n'est pas sans rapport, tout simplement parce que l'idée de communauté, si tu veux, si à l'époque je me dis communauté de spécialistes, je suis désolée, je vois que des hommes en gros, et voilà. Il y a beaucoup de femmes. Non, à l'époque. Justement, ça a changé. Oui, mais comment ça change une communauté si ça n'est que parce qu'elle n'est pas une communauté, sinon tu y rentres pas. Une communauté ne peut changer qu'à la condition d'avoir un principe de non-communauté à l'intérieur d'elle-même. Sinon, on reste... Si à un moment donné, une communauté de spécialistes n'est qu'une communauté d'hommes, si tu y rentres sans j'ai envie de dire, cesser d'être... comment aide-moi, Anne, pour dire ça. De toute façon... c'est qu'elle a été déplacée d'elle-même et qu'elle est toujours déjà déplacée d'elle-même. Sinon, je n'y serais pas rentrée, en gros. Je pense que vraiment, je n'y serais pas rentrée. Là, je ne te comprends pas. De construire la structure, que s'il n'y a pas quelque chose dedans qui est déjà en train de mettre en crise la structure, exactement. Puisque la structure ne permet pas que quelque chose d'extérieur entre, alors c'est là qu'on peut déconstruire la notion même de structure, au moins que la structure soit déjà elle-même n'est pas structurée. Je suis obligé. Donc, communauté, ça ne veut pas dire que c'est fermé. Ça veut dire que ça, nécessairement, il y a un renouvellement dans la communauté. La communauté des spécialistes de littérature française en 2014 n'est absolument pas la même qu'en 1950. Ils sont tous morts. Nous sommes d'autres êtres vivants en train de former cette communauté. Et elle se renouvelle à travers les rites d'initiation un peu ridicules, comme tous les rites d'initiation et comme tout ce qui se fait d'une manière cérémoniale. Mais d'un point de vue anthropologique, d'une nécessité évidente, me semble-t-il. Alors, la question que nous pouvons nous demander, c'est est-ce que la communauté des spécialistes de littérature au sein de l'université a su se renouveler ou pas, d'un point de vue des idées, d'un point de vue des méthodes, d'un point de vue des personnes, d'un point de vue de la sociologie, d'un point de vue de la présence ou absence des femmes, etc. Ce sont des choses historiquement susceptibles d'être mesurées.
hein, mais c'est plutôt l'art de la En quoi est-ce que, par exemple, le si ça pose la question que posait Laurent Dubois tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, c'est quand que ça marche, l'interdisciplinarité? Bon, ben, de manière évidente, il n'y a pas de règles, d'accord, hein, on a parlé, quelqu'un parlait de Michel Serres tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de règles. Il y a des moments où ça marche précisément parce que il y a des singularités qui réussissent à appliquer des règles qu'elles inventent au fur et à mesure qu'elles le font. Hein, et là, ça marche. Mais donc, ça peut marcher pour le texte, ça peut marcher sur l'œuvre, et ça marchera sans doute un jour sur les immenses corpus qu'étudient les Digital Humanities. Pour l'instant, on n'a pas eu le déclic ou le type qui a réussi ou la chercheuse qui a réussi à faire ça, mais évidemment, il inventera les règles pour faire ça. Hein, et on dira, tiens, on peut faire comme il a fait, on ne fera pas comme lui, mais on peut faire du type qu'il a fait. Quant à la position que tu décrivais comme une position dialectique impossible à tenir, hein, alors là, pour le coup, je crois qu'il faudrait qu'on discute longuement là-dessus. C'est-à-dire que les objets qui nous occupent et qui précisément nous déchirent, hein, dans le meilleur des cas, hein, c'est-à-dire avec lesquels nous avons des relations d'un certain type et qui justement marquent nos vies de chercheurs, etc.,
la question de savoir comment on les étudie et comment on les transmet, si on les transmet, c'est-à-dire si on écrit, si on enseigne, elle n'est pas complètement analogue à la question de savoir comment on les reçoit. Parce que sinon, alors, je préfère avoir travaillé sur Rousseau que sur Artaud, par exemple. C'est-à-dire que précisément, la question de la déchirure de l'œuvre, elle est première, et après elle déclenche un certain nombre de processus d'explication, d'herméneutique, justement. Et c'est dans cet horizon-là que je parlais d'une dialectique entre herméneutique et philologie. Bien sûr pas dans le rapport intime qu'on a aux œuvres, ça, évidemment. Je voudrais dire une chose, une remarque sur le fait qu'on a parlé de l'autorité qu'un médecin a sur nous lorsque nous allons nous faire visiter. Alors, je crois que c'est bien possible que nous disons, ben, il a l'autorité, mais nous n'y croyons pas toujours. Et évidemment, c'est la même chose pour d'autres spécialistes auxquels nous nions confiance. Et sur ces belles allégories que ce matin Madame nous a données avec les maîtres chirurgiens dans les tableaux, une chose qui n'a pas été dite, c'est que les chirurgiens-chefs ont un chapeau et tous les autres n'ont pas le chapeau. Alors là, allégoriquement parlant, on lui a donné un signe différent des autres. Alors, est-ce que le chapeau le fait un spécialiste? Vous voyez, l'autorité qui est donnée à un spécialiste peut être de types différents, peut être complètement abusif. Combien de docteurs n'ont pas eu le droit d'être docteurs, viennent des pays qu'ils nous disent qu'ils sont des docteurs, ils ne le sont pas, etc., etc., etc. Je ne sais pas, je voulais revenir sur la question de la communauté, de son existence, puisque je continue d'y penser. Moi, je le constate simplement. L'existence de cette communauté, elle existe d'un point de vue institutionnel par les mécanismes dont on a parlé, par le fait qu'il y a des professeurs, des maîtres de conférences, des salles, des colloques, des institutions, des rites, des opérations que nous continuons de répéter selon plus ou moins les mêmes modalités, ou avec une certaine évolution de ces modalités. Donc je la vois de l'extérieur d'abord comme un fait historique, sociologique. De ce point de vue, je pense vraiment que les disciplines peuvent être pensées comme des communautés, et elles le sont. Bien sûr, je disais tout à l'heure, elles ont leur évolution. Une des questions intéressantes qui serait à voir est la suivante. Il y a des conflits à l'intérieur des communautés disciplinaires. Il y en a eu de très violents aux années 60 et 70, par exemple, lorsque des tendances nouvelles, des écoles nouvelles existent. Il y a des conflits extrêmement violents, par exemple, dans la discipline que nous appelons philosophie en général, entre la philosophie continentale et la philosophie analytique. C'est pratiquement une guerre. Hein. Alors, comment les conflits trouvent-ils une solution? Comment, par exemple, le conflit entre les tenants de l'histoire littéraire et les tenants de la théorie littéraire ont-ils trouvé une solution aux années 70, mettons, ou plus tard? Hein? Si vous prenez la liste des noms des professeurs de Paris IV en 1970 et celle de 2010, vous voyez que ça a changé d'une manière impressionnante, radicale. Ce qui veut dire que le conflit peut se résoudre soit par un compromis, un équilibre de force nouveau, soit par
la prise de pouvoir d'un groupe à l'intérieur de la communauté. Mais il y a une autre solution du conflit qui est très évidente dans l'histoire des disciplines, c'est la scission des disciplines. Mais là, il faut constater une chose, toutes les contestations des disciplines aboutissent dans le monde tel qu'il est dans l'institution universitaire à la formation d'autres disciplines, c'est-à-dire toutes les tendances contestataires à l'intérieur d'une discipline, si elles ne prennent pas le pouvoir, ont tendance à se constituer en discipline à part. Ça, je pense qu'il est difficile de le nier. J'ai beaucoup apprécié la tension entre Paolo et Martin, peut-être l'aspect philologique, herméneutique, si vous permettez, et pour essayer de relancer, pour pousser plus loin, j'espère de reformuler à travers une leçon de Wittgenstein que nous connaissons tous, que l'étudiant apprend toujours beaucoup moins, mais aussi beaucoup plus que le professeur n'enseigne. Beaucoup moins dans le sens qu'on ne comprend pas toujours l'intention, mais en même temps, on apprend beaucoup plus dans le sens d'un système, d'une transmission d'idéologie, de valeurs, etc., au-delà du message pur. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir une communauté de spécialistes. Mais en même temps, cette communauté de spécialistes est nécessaire comme une fiction constitutive de ce que nous faisons. Donc, dans cette tension, je vois quelque chose d'essentiel que vous formulez ensemble. Donc, vos deux discours ensemble disent beaucoup plus que chacun de vous seul. Je voulais juste citer justement une phrase de Wittgenstein que j'ai sautée. C'est dans les recherches philosophiques. Wittgenstein dit « Peut-on apprendre à connaître les hommes ? Certains le peuvent, non en suivant des cours, bien sûr, mais par l'expérience. Existe-t-il des maîtres pour cela ? Certainement. Ils donnent de temps à autre la bonne indication. C'est à cela que ressemble ici apprendre et enseigner. On n'apprend pas une technique, mais des jugements pertinents. Il y a aussi des règles, mais elles ne forment pas un système, et seul l'homme d'expérience, donc l'homme de jugement, peut les appliquer à bon escient, à la différence des règles de calcul. Donc c'est... En fait, ce qui nous ramène au jugement pré-cartésien, je veux dire, c'est le jugement dont parle Francis Goyet dans Les Audaces de la prudence. C'est en effet, par définition, lorsqu'on a à juger, c'est qu'il n'y a pas de règle formalisable jusqu'au bout. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non. Bien, merci infiniment. Merci à nos 4 participants. Merci à tous les participants de cette longue journée.